Bonjour à toutes et à tous. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous rendons gloire à Allah. Nous bénissons le nom du Très-Haut, du Dieu miséricordieux, le Dieu de nos pères, le Dieu de nos ancêtres. Comme j'ai l'habitude de le dire à un de mes administrateurs, M. Daniel Dambélé, je lui dis souvent qu'il y a de fortes chances que par moment, que nous puissions avoir deux directs dans le courant d'une journée. C'est fort probable. Donc aujourd'hui, nous allons essayer d'avoir un petit direct. Nous allons essayer d'aborder des sujets, une fois de plus, d'intérêt national. Hier, nous avons parlé du fameux revirement à 180 degrés du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, qui visiblement est un affabulateur, un manipulateur, un corrompu. Je dis bien, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, est un affabulateur, un manipulateur et un corrompu. Alors, à croire que dans ce 21e siècle, il n'y a plus d'honneur. Dans ce 21e siècle, il n'y a plus de dignité. Dans ce 21e siècle, c'est déplorable, c'est décevant, c'est inadmissible, c'est incompréhensible, c'est même impensable de voir une personnalité d'un rang aussi élevé sur le plan mondial, sur le plan international, puisse se dédire juste pour faire plaisir à certaines puissances. Salut à toi ma chérie Clemcia, comment vas-tu? Je parle de la France, je parle des États-Unis, je parle de la Grande-Bretagne, je parle de l'Union européenne en général. Comment on peut arriver à faire ça? Comment on peut prétendre être président d'une organisation supposée garantir la paix, une organisation internationale, et se livrer à ces genres de pratiques, à ces genres d'attitudes indécentes? Je dis, vraiment, c'est... Quand j'ai vu Antonio Guterres, pour vous dire vrai, j'ai été vraiment choqué quand même. C'est décevant. Alors, cela doit nous interpeller. Jusqu'où la France est-elle prête à aller avec le Mali? Jusqu'où la France veut aller avec le Mali? La France est prête à aller aussi loin que possible avec le Mali. Dénigrer le Mali, rabaisser le Mali, humilier le Mali. La France est prête à aller aussi loin que possible si au final son objectif de déstabilisation sera atteint. Vous voyez, c'est aussi ça la déception. Moi, je comprends que des Européens, des Occidentaux se donnent la main pour se soutenir. En revanche, j'ai du mal à comprendre l'attitude irresponsable de certains Africains qui préfèrent se cacher derrière un certain mutisme qu'ils appellent la neutralité. Houphouët-Boigny, si je ne m'abuse, a parlé longuement des pays non alignés. C'est la même chose, hein? C'est-à-dire que les périodes ont changé. La période a changé. Nous ne sommes plus dans la période de la guerre froide. Les expressions s'adaptent à la nouvelle réalité sociopolitique sur le plan international. Avant, on parlait de pays alignés, des pays qui sont alignés à la politique des... Je reprends. À l'époque, on parlait de pays alignés, des pays qui étaient alignés à la politique des États-Unis. On parlait alors de pays alignés, c'est-à-dire le bloc occidental. Et de l'autre côté, on parlait de pays non alignés, c'est-à-dire le bloc de l'Est, mené par la Russie et la Chine, les pays de l'Europe de l'Est, certains pays en Amérique latine et en Afrique. Donc, il y avait cette bipolarisation de la politique mondiale.
Mais aujourd'hui, je vous invite à une saine réflexion et faisons un retour en arrière. Nous ne sommes plus à la guerre froide, nous ne sommes plus à une époque où les missiles balistiques, les missiles intercontinentaux, les missiles avec des têtes nucléaires sont pointés de part et d'autre. C'est-à-dire, le bloc de l'Est a pointé ses missiles vers l'Est, l'Est a pointé ses missiles vers l'Ouest. C'est vrai que nous ne sommes plus, on a tendance à croire que nous ne sommes plus à cette époque, mais c'est faux. La technologie, la science, le développement, ce sont des notions qui ont beaucoup évolué, qui ont beaucoup changé. Est-ce que vous comprenez? Donc, certes, nous n'avons pas des missiles qui sont orientés comme à l'époque de la guerre froide, mais nous avons des missiles, je vous le dis, hypersoniques, plus rapides que les missiles datant de la guerre mondiale, mais qui sont toujours orientés, des missiles camouflés. Nous avons aujourd'hui des navires de guerre plus sophistiqués. Nous avons des sous-marins avec des têtes nucléaires plus sophistiquées. Nous ne parlons plus de la guerre froide. Hé, ferme la porte là. Nous ne parlons plus de la guerre froide. Mais aujourd'hui, le mot a été lâché à plusieurs reprises lors de la crise en Ukraine. Vous savez, la crise en Ukraine a permis au monde, en tout cas, à ceux qui veulent vraiment comprendre et savoir, la crise en Ukraine nous a permis de comprendre beaucoup de choses. Aujourd'hui, on parle d'ordre mondial, l'ordre mondial. L'ordre mondial, on ne parle plus de bloc de l'Est ni de l'Ouest, mais on parle de déséquilibrer l'ordre mondial établi. Donc, les Américains, comme d'habitude, qui mènent les Européens par le bout du nez, disent aux pays africains, aux pays latinos, aux pays d'Asie, Asie-Pacifique, Asie de l'Est, il leur dit, nous voulons que vous vous aligniez à notre politique. Donc, la question de l'alignement revient, mais de façon subtile. Alignez-vous. L'Afrique dit, non, nous sommes neutres. Donc, en lieu et place de pays non alignés, on parle de neutralité aujourd'hui en Afrique. Et c'est cette situation que je vous ai présentée qui permet de comprendre que les détenteurs occidentaux d'armes nucléaires, d'armes de destruction massive, ont décidé de bouder le Mali. Ont décidé de regarder les Africains comme étant de piètres personnes. Des personnes qui ne sont même pas, ils regardent la peau noire, ils ne nous accordent aucun crédit. Ils regardent la peau noire, la seule fois ils vont travailler avec nous et faire semblant que nous sommes égaux, c'est lorsqu'ils savent qu'ils peuvent tirer un intérêt. Alors, on devient subitement l'égal de l'homme blanc. En réalité, on n'a jamais été dans leur concept, dans leur conscience, dans leur subconscient, dans leur inconscient. Je dis bien, de leur subconscient à l'inconscient. Ça, ce sont des thèmes techniques que je ne vais pas développer, mais en parlant, vous allez comprendre. Du subconscient à l'inconscient, ils ont tapis au-dedans d'eux une idée noirâtre, une noirceur telle que l'homme noir n'est comparable qu'à un animal. Et par moments, cette pensée établie dans l'inconscient, je dis bien, revient au subconscient. Et quand cette pensée péjorative qui dépeint l'homme noir comme étant un animal, en l'occurrence un singe, par moment, le subconscient laisse passer et cette idée apparaît à la conscience de l'homme blanc. C'est là que vous voyez des scènes de racisme. On nous traite de singes. Rappelez-vous, la ministre française, une fois, elle était, enfin, à l'époque de François Hollande, il y avait une noire, une franco-congolaise qui était ministre, je crois, de la justice, Christiane Taubira. Elle était en visite officielle une fois, je crois, en Italie. Elle passait, on lui a lancé une peau de banane, la traitant de singe. Il y a certaines de nos sœurs qui sont traitées à tout moment de singes. Certains de nos compatriotes qui jouent dans les grands clubs
qui, jusqu'à la date d'aujourd'hui, qui sont traités comme des singes. Voilà la réalité. Et alors, vous comprendrez pourquoi je dis tout ça. Quand vous arrivez à ce niveau, quand vous arrivez à ce niveau de conception, quand vous arrivez à ce niveau, je ne dirais pas d'idéalisation de l'homme noir, alors vous posez des questions. Est-ce que le Mali pourra réellement briser ce qui a été tapis dans le subconscient, refoulé dans l'inconscient et qui par moments fait surface à la conscience de l'homme blanc et nous traiter comme des animaux? Le commerce triangulaire est l'illustration la plus parfaite. Le commerce triangulaire. On vient, on paye des noirs, comme on le voit aujourd'hui. La même pratique, il y a des années, des siècles, être en train de revenir, je dis bien la même pratique, mais sous une autre forme. Le commerce triangulaire, la traite négrière. On nous parle de près de 400 millions, ou je ne sais plus, 40 ou 400 millions d'hommes noirs qui ont été bazardés. On vient les prendre en Afrique, on les amène en Europe, on remonte aux États-Unis, hein, dans les Amériques. Tu arrêtes ça. Hey, tu fais ça, tu sors. Donc, et puis, ils reviennent en Afrique. Ils quittent en Europe, ils viennent en Afrique, ils font la chasse négrière en payant d'autres noirs pour capturer d'autres noirs, les mettre dans les fers, les mettre dans les navires, remonter vers les Amériques. Ils vont faire la vente, ils reviennent en Europe, ils viennent encore si vous voulez, se rééquiper, et puis ils descendent en Afrique, Europe, voilà un peu. La même pratique autant pour moi, le même scénario, la même pratique est encore en cours de réalisation et d'application. Maintenant, que se passe-t-il? Ce n'est plus l'homme noir, ce n'est plus. Cette histoire de droits de l'homme, là, oubliez ça carrément, parce que les histoires des droits de l'homme, là, c'est de la poudre aux yeux. La question des droits de l'homme est innée en l'homme. Lorsque Dieu nous a créés, Dieu nous a donné la faculté de choisir le bien et le mal. En choisissant le bien et le mal, Dieu nous dit, ne fais pas à autrui ce que tu ne souhaites pas que autrui lui-même te fasse la même chose. Donc, en respectant la liberté, ma propre liberté, je respecte la liberté d'autrui. Parce que encore les philosophes diront que ma liberté commence là où prend fin celle des autres. En d'autres termes, je ne dois pas empiéter la liberté des autres. Alors si je suis libre, je suis heureux d'être libre, je suis heureux de penser, je suis heureux de vivre comme je veux, de mener ma vie comme je veux, pour nous les croyants, mais tout en gardant en esprit qu'il y a un être supranaturel, un être qui est au-dessus de toute création, qui est à l'origine de toute œuvre humaine, Dieu. Alors quand je comprends ça, je manifeste ma liberté sans rentrer dans ce qu'on appelle le libertinage. Je ne rentre pas dans ça. Je manifeste ma liberté tout en respectant la liberté des autres. Je n'ai pas besoin qu'un pays me fasse le gendarme pour que je sache comment me conduire. C'est une insulte même à l'éthique même de l'être humain. C'est une insulte même à l'endroit de la nature humaine. C'est croire que la nature humaine a été mal appliquée dans certains cas et bien appliquée dans l'autre. C'est croire qu'à l'origine de l'homme noir, sauvage qu'il était, il n'a jamais rien assimilé de bon. Donc le blanc, il vient, il dit à l'homme noir, l'origine de l'homme noir a commis des erreurs. Sinon, l'homme noir, tel que pris dans sa naturalité, dans son naturalisme, l'homme noir tel que conçu dans, si je peux dire, de par son originalité, il est fait d'imperfection. Donc l'origine de l'homme noir est une origine imparfaite. L'origine de l'homme noir est faite d'imperfection. Donc nous les blancs qui avons une origine parfaite, il nous appartient de parfaire l'imperfection de l'homme noir. L'homme noir est imparfait. Si l'homme noir est imparfait, je n'ai pas le numéro WhatsApp Aruna.
Si l'homme noir est imparfait, l'homme blanc est celui qui est parfait. Si nous sommes imparfaits, cela veut dire que dès la création de l'homme noir, il y a eu imperfection. Dès la conception de l'homme noir, Dieu a commis une erreur. Voilà en un mot le langage, et j'ai du mal jusqu'à la date d'aujourd'hui. J'ai du mal jusqu'à la date de maintenant que des Noirs ne comprennent pas ce message-là et vont se livrer. Aujourd'hui, je vais faire mon direct en français pour que des petits plaisantins non importants, non instruits, qui ne comprennent rien à rien, leur dire que par moment, si je veux, je peux élever le niveau du débat. Je peux mettre le débat à un niveau beaucoup trop élevé. Mais est-ce que j'en ai besoin? Beaucoup trop élevé, pourquoi? Je n'en ai pas besoin. Alors, le Mali, on dit, les Maliens sont imparfaits dès l'origine de leur conception, aussi bien que des Noirs. Alors, il faut les contrôler parce qu'ils ne respectent pas ce qu'on appelle la charte des droits de l'homme. Alors, le Mali ne connaît pas la charte des droits de l'homme, alors que la première promulgation de la charte des droits de l'homme, c'est dans le royaume du Manding, par Soundiata Keïta. Le blanc n'a jamais reconnu notre culture. Le blanc n'a jamais reconnu notre valeur historique, notre héritage culturel. On nous a toujours traités comme des sous-êtres. Nous sommes issus d'une race inférieure. La race noire est une race inférieure. Le Mali porte plainte. Et le secrétaire général des Nations Unies, tel que Emmanuel Macron l'avait dit lors de cette réunion, je souhaite, et mon plus grand souhait, sinon l'une de mes plus grandes déceptions serait que le gouvernement malien ne prenne pas en compte ce que nous disons. Parce que nous sommes des esprits venant de divers horizons qui avons mis notre compétence commune au service du Mali. Donc, ce que nous pouvons produire comme réflexion, comme analyse, comme solution, aucun service secret au monde ne peut produire ça. Parce que ce n'est pas l'œuvre d'une personne, mais c'est l'œuvre de différentes personnes avec différentes cultures, différentes conceptions, différentes formations, différentes éducations. Donc, nous produisons quelque chose de... J'étais en train de regarder un film. Merci à toi, M. Payne. Donc, la question, j'étais en train de regarder un film et ils ont recensé les meilleurs scientifiques du monde pour essayer de concevoir un appareil, parce que bon, c'est un film que je regarde. On dit qu'il y a une astéroïde qui se dirige vers la Terre. Donc, il faut construire. Donc, on met les meilleures intelligences ensemble pour construire quelque chose. Ça, c'est l'œuvre du blanc. Le blanc d'une seule personne ne peut pas. Donc, ils ont fait appel à plusieurs intelligences venant de différents pays, différentes régions. Et on s'est dit que chacun a une capacité, une particularité, une compétence qu'il peut mettre au service du bien commun. Malheureusement, en Afrique, on a tendance à mal interpréter, à mal comprendre. Alors qu'il est important que nos responsables politiques comprennent que ceux qui sont peut-être... Moi, j'ai choisi les réseaux sociaux comme étant une voie d'expression. Mais je ne le regrette pas aujourd'hui parce que le monde entier parle de Keïta. Le monde entier fait référence et le monde entier dit toujours... J'ai reçu un témoignage d'un de mes administrateurs qui a été contacté en privé. Il y a un monsieur qui lui a dit, ce monsieur-là, je le suis depuis, je sais pas, il a dit 2019 ou 2000 combien, depuis qu'il ne parlait que de la Côte d'Ivoire. Mais il n'y a pas quelque chose qu'il a eu à dire sur la Côte d'Ivoire qui ne s'est pas réalisé. On ne sait pas comment il fait, on ne sait pas comment il s'arrange, mais chaque fois quand il dit, ça arrive. Et le Mali, c'est idem. Donc le monsieur lui dit, il fait comme une sorte de lettre ouverte, il donne à mon administrateur de me remettre. Donc aujourd'hui, autour de Keïta, je suis heureux de vous le dire. Ce sont des grosses têtes aujourd'hui qui sont autour de moi. Je dis bien des grosses têtes. Ce n'est pas au Mali, non. Dans tous les pays du monde, même en Chine, en Russie, c'est une véritable armée d'intellectuels qui sont en train de se mettre autour de moi pour qu'on travaille ensemble.
de véritables panafricanistes. Donc, tous ceux qui souhaitent entrer, il y a des grands entrepreneurs africains basés en Europe qui font partie de cette organisation autour de moi. Merci à toi, ma chérie. Donc, c'est cette organisation. Aujourd'hui, vous voyez Keïta, c'est vrai. Mais je vous informe qu'il y a une machine, une véritable bactérie qui est en train de se mettre en place. Une force qu'on ne pourra pas arrêter. Même si aujourd'hui, je ne suis pas là. J'ai dit à mes gars, commencez à faire des sondages et trouver des gens que je vais former. Des gens capables, des gens qui peuvent parler. Des gens à qui nous allons transmettre. Moi, je ne suis pas l'Africain qui veut mourir avec pour lui. Moi, je vais transmettre. Et l'organisation qu'on est en train de mettre en place, même si Keïta n'est pas là, c'est une organisation qui va travailler. Et je dis toujours aux gens, ne me mettez pas devant, mais mettez toujours les valeurs que nous défendons devant. Parce que je suis un être humain appelé à disparaître. Mais les valeurs que nous défendrons vont rester jusqu'à l'éternité. Si on ne comprend pas ça, c'est qu'on n'a rien compris. Donc aujourd'hui, on voit Keïta, c'est vrai. Mais je vous jure que c'est tout. Moi, je peux rester là travailler avec mon coordinateur. On peut travailler jusqu'à 2 h du matin. Donc c'est une véritable batterie, une force puissante qu'on est en train de mettre en place. Et souvent, quand on m'envoie, à part certaines personnes, quand souvent on m'envoie des trucs, je dis allez, on va débattre. Et c'est pourquoi je fais des conférences sur Telegram chaque week-end, chaque samedi. Et là, je donne la possibilité à ceux qui veulent me parler de me poser des questions directement. Je le fais dans l'intérêt supérieur de l'Afrique, du Mali, de la Côte d'Ivoire, du Burkina, de la Guinée. Toutes ces personnes en posent des questions. Donc, pour revenir sur la question du Mali, on voit que les Européens, en un mot les Occidentaux, les pays alignés à la politique américaine, se donnent la main. Mais nous ne sommes pas alignés. Parce que les Africains, quand on parle de neutralité, cela veut dire qu'on n'est pas aligné à une politique. Et Poutine a dit, on n'impose rien à qui que ce soit. La Chine, c'est la même chose. Donc nous ne sommes pas des pays non alignés en tant que non alignés. Mais il y en a qui parlent de neutralité. C'est ce que j'ai dit, les périodes ont changé. Mais les données politiques restent les mêmes. Les Européens ne veulent pas se libérer de l'ordre qu'ils ont déjà établi. Alors, est-ce que nous allons nous aligner ou tout simplement, nous allons dire non, on est non aligné. On n'est pas non aligné. Oufo, il a dit, il n'y a pas de pays non alignés. Oufo, il a dit, il n'y a pas de pays non alignés. On est neutre, mais pourtant, on travaille avec la Russie, on apprécie la Russie, on invite. Donc, on s'est dit que partout où on ira, quand on va nous appeler, on n'a pas à traiter la Russie comme un ennemi et regarder les Américains comme un allié. Voilà, en gros, d'une certaine manière, la toute petite réflexion des Africains. Ça, je suis d'accord avec les autres. Mais et entre nous, vous ne pouvez pas vous aligner, vous les Africains, vous ne pouvez pas vous aligner sur une idée commune. Vous ne pouvez pas vous aligner sur, par exemple, des valeurs essentielles aux Africains. J'utilise l'expression alignement pour qu'on comprenne bien ce que je dis. Sinon, je n'ai pas besoin d'utiliser ça. Alors, est-ce que les Africains ne peuvent pas décider de travailler ensemble? La question du Mali, est-ce que l'Union africaine a cherché à savoir si ce que dit le Mali est vrai ou faux? Mais prenons le cas de l'Union européenne. Lorsque les États-Unis ont demandé de décréter toute une batterie de sanctions contre la Russie, est-ce que l'Union européenne a cherché à savoir la véracité de la position américaine si la Russie n'est pas dans son droit alors que la Russie était dans son droit? C'est la non-application des accords de Minsk qui a amené la situation de l'Ukraine. Mais aucun pays européen n'a accepté. Aucun pays européen n'est d'accord. Tout le monde, personne ne veut accepter. Tout le monde rejette la responsabilité sur la Russie. Personne ne peut reconnaître qu'il a eu tort. Alors, moi, la question que je me pose, pourquoi les Africains, on est assez méchants, on est incrédules? Pourquoi nous, les Africains, on a cette attitude irresponsable? Alors, moi, la question que je me pose, c'est ça. Pourquoi on fait ça? Le Mali a dit, la France a violé notre espace aérien à multiples reprises. La CEDEAO n'a jamais cherché à savoir quelle est la véracité de ces propos. Le Parlement de la CEDEAO, il y a un Parlement, je crois, n'a jamais cherché à savoir quelle est la véracité de ces propos.
Mais c'est le même parlement de la CEDEAO qui veut intervenir au Mali pour la libération des 46 autres mercenaires arrêtés. Mais tout le monde veut qu'on libère les mercenaires ivoiriens, mais personne ne cherche à savoir les accusations du Mali sont-elles fondées, oui ou non. Bon, maintenant que vous avez refusé, et voilà ce que j'ai dit au Mali, une des propositions, puisque c'est le Premier ministre intérimaire, M. Abdoulaye, qui est actuellement à New York. Il va prendre part au 77e sommet de l'Assemblée générale des Nations Unies. Maintenant, donne-moi une seconde. Alors donc, voilà la réalité. Voilà la réalité. Que va faire le Mali? Mais avant, laissez-moi vous rappeler ce que j'ai dit. J'ai dit le Mali a deux options, sinon trois. La première option, c'est celle que le Mali demande, c'est-à-dire une réunion d'urgence du Conseil, écoutez bien, du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et c'est la France qui préside ce Conseil à l'état actuel. Donc, rien ne garantit que la France va accepter que le Mali vienne l'humilier, elle, en tant que présidente de ce Conseil. Si tel est le cas, la France sera ridiculisée, la France sera humiliée et la France perdra toute crédibilité, et dans le monde, et en France, et le mandat d'Emmanuel Macron risque même d'en pâtir. Emmanuel Macron risque de partir si jamais cela arrive. Ça, c'est un premier point. J'ai dit, il sera difficile alors pour la France de laisser la voie libre au Mali pour venir la torpiller. J'ai dit, en même temps, j'ai même pris ce jour-là l'exemple de la Palestine. J'ai dit, le Conseil de sécurité, les résolutions sont contraignantes. Mais l'Assemblée générale des Nations Unies, les résolutions ne sont pas contraignantes. Ça veut dire que c'est symbolique. J'ai dit, le Mali pouvait présenter une fine petite partie des preuves qu'elle présente à l'Assemblée générale des Nations Unies. Voilà l'occasion et l'opportunité. Et ensuite, troisième élément, j'avais dit que le Mali peut saisir une juridiction internationale. Ça peut être au niveau de la CEDEAO, ça peut être au niveau de l'Union africaine, ça peut être même au niveau même de la justice européenne, les droits de l'homme, CPI, tout ça autres. C'est après que j'ai dit que le Mali peut porter plainte à la CPI, que vous avez vu, cette histoire de CPI a commencé à tourner juste après mon intervention. Et je bénis Allah pour m'avoir inspiré. Donc, je reviens pour dire ceci. Le Mali, aujourd'hui, a une opportunité. Mon message s'adresse au ministre Diop, non, au ministre Maïga, qui est là-bas avec Diop. Ils sont tous les deux là-bas. Le ministre des Affaires étrangères et des Maliens de l'extérieur, ainsi que le Premier ministre intérimaire, le ministre de l'administration territoriale. J'envoie le message. En réalité, je devais parler d'une solution miracle que j'ai trouvée pour que le Mali soit totalement indépendant économiquement et que le Mali n'a plus besoin d'aller se financer sur quoi que ce soit comme marché international pour financer son développement. J'ai une solution. J'ai demandé, je vous ai dit tout à l'heure que j'ai mis une batterie de personnes à travers mon coordinateur principal, Daniel. Donc, ils ont travaillé, je leur ai proposé l'idée, ils ont travaillé sur l'idée. Et c'est une idée que je vais présenter. Mais comme je suis à l'origine de l'idée, on peut essayer de faire la photocopie. Mais ce ne sera pas pareil à l'original. Parce que quand nous on parle et puis on laisse toujours une petite partie, la plus importante. La partie capitale même, là, on ne la publie pas. C'est lorsque le moment sera venu de faire cela que nous allons... J'ai cette solution aujourd'hui. Si le gouvernement malien ne veut pas nous écouter, moi je m'en fous éperdument. On trouvera des opérateurs économiques maliens pour lancer notre projet. Et le projet, si Dieu le veut, on va le lancer. Et c'est un projet qui pourra faire tâche d'huile. C'est un projet qui pourra être repris dans pratiquement tous les pays de la sous-région, qui pourront s'en inspirer pour sortir de ce sous-développement financier et économique, de sortir de la domination de cette monnaie coloniale. C'est possible. Je vous ai dit tout à l'heure que j'étais en train de regarder un film dans lequel on a mis ensemble toutes les intelligences à travers le monde pour travailler sur une solution pour pouvoir contrer ou dévier la descente d'une astéroïde sur la Terre, en fait.
Mais la pierre est dirigée particulièrement vers les États-Unis. Donc les gens sont en train de travailler là-dessus. Nous, notre objectif n'est pas de garder les choses pour nous-mêmes. Nous, notre objectif, c'est de proposer des solutions. Dieu... donne-moi une seconde. Keita, je suis occupé, je te rappelle. Donc, nous, c'est ça cette réalité. C'est la même chose. On va peut-être à la fin de la vidéo, je vais vous donner une petite idée, mais on va revenir sur la question du Mali. J'ai dit que le Mali peut porter cette plainte devant des juridictions internationales. À défaut, convoquer les ambassadeurs accrédités au Mali, leur présenter la preuve. Le Mali ne l'a pas fait, mais la France a eu la judicieuse idée de voler une proposition de Keïta et de l'appliquer. La France a appelé, cette fois-ci, tous les ambassadeurs français accrédités en Afrique et leur a donné sa version des faits avant que le Mali ne parle, parce que la France avait déjà la présidence du Conseil national de sécurité. Donc, prévenir les ambassadeurs des intentions du Mali, c'est vrai, c'est un coup de poker, mais est-ce que ça va réussir? Maintenant, je regarde notre ministre. Je crois que quelque part, moi, j'étais un peu fâché contre Assimi Goïta. Fâché positivement. Fâché, cela ne veut pas dire que je l'ai rejeté ou non. Mais c'est maintenant que je me rends compte que Assimi Goïta a fait un choix judicieux. Assimi Goïta s'est rendu compte que en choisissant un premier ministre civil intérimaire, les mêmes frustrations, les mêmes humiliations, les mêmes insultes, la même pression que Choguel Kokala Maïga a subi et connu, ce ministre-là va connaître la même chose. Donc, il s'est dit, prenons un parmi nous qui est capable de gérer. Alors, il regarde, c'est vrai, Sadio, il a un gros ministère. Au début, nous tous, on a cru que c'était Sadio. Après, ça a été Maïga. Il a fait à juste titre. Parce qu'il veut que le Premier ministre travaille la tête reposée. Il veut éviter au Premier ministre intérimaire les mêmes pressions que Choguel a connues, les insultes et les humiliations que Choguel a subies. Donc c'est pourquoi en prenant un militaire, il s'est dit, même si les gens vont oser parler, ce militaire, un, il n'a pas un parcours politique, deux, il n'a pas été trempé dans quoi que ce soit, trois, il ne s'est jamais associé avec ces politiciens avant, quatre, peut-être qu'en voulant l'insulter, le dénigrer, ils vont réfléchir par deux fois à cause de la tenue qu'il porte. Et là, je dis qu'Assimi Goïta, Mamadou Gori, tu as déjà payé forfait pour Keïta un jour, tu as déjà payé ma connexion un jour, tu m'as dit pas là Mbambara. Je vous ai dit, respectez-vous, je vais vous respecter. Tu comprends? Tu as déjà fait quelque chose pour Keïta un jour, et puis tu vas me dire un peu à Mbambara. C'est à cause de vous, là, je vais mettre un administrateur. Dès que vous sautez ces gens de bêtises, là, ils vont vous dégager. Pas la Mbambara, tu me payes pour ça? Il faut savoir parler. Alors donc, Assimi Goïta a fait ce choix judicieux en prenant un militaire qui certainement sera respecté. Un militaire dont les civils réfléchiront par deux fois. Daniel, après, je vais te donner accès comme administrateur. Les gens qui vont sortir avec des commentaires inutiles, tu les dégages et tout sans exception. Tu comprends? Ceux qui viennent pour écrire ces gens d'annuirie, là, tu vas les dégager tous. Alors donc, Assimi Goïta, voilà pourquoi il a choisi ce militaire-là. Non pas parce que, contrairement à ce qu'on veut faire croire, qu'il veut imposer un autre militaire, les militaires, non. Parce qu'ils ont besoin de finir cette transition-là dans la tranquillité et obtenir les résultats que le conseil, j'ai dit le conseil, pardon, que les assises nationales de la refondation ont fait des recommandations. Les assises nationales de la refondation ont fait des propositions. Les assises nationales de la transition ont demandé, la refondation, pardon, ont demandé des choses. Donc il faut les atteindre. Contrairement à ce que les journaux racontent, vous avez vu, quand j'ai parlé de Jeune Afrique, je vous ai dit qu'il y a beaucoup de journalistes, en tout cas dans la sous-région et au Mali surtout, ils attendent quand Keïta sort net
J'ai partagé un article de journal que vous avez, la couverture d'un journal que vous avez vu. Vous avez vu ce qu'ils ont dit d'Antonio Guterres? Mais Antonio Guterres a parlé il y a longtemps. Il a fallu que moi, Keïta, je sorte et je fasse mon direct. Et vous avez vu, il y a eu la récupération. Il y a beaucoup de journaux qui ont parlé, mais laissons ça. Tant que nous, moi là, si ça peut aider le Mali, alhamdoulilah. J'ai partagé, hein, comme on dit, titrologie. J'ai partagé, vous avez vu. Alors, aujourd'hui, j'ai encore parlé de Jeune Afrique. Il y a 2 ou 3 journalistes qui ont attaqué Jeune Afrique. C'est-à-dire, vous allez lire les articles qu'ils ont écrits sur Jeune Afrique, c'est exactement copie conforme de tout ce que je vous ai dit la dernière fois sur Jeune Afrique. Mais pourtant, Jeune Afrique fait ses bêtises. Hein. Mais moi, je suis content que quand les gens prennent, par exemple, moi, les orientations que je donne, les propositions que je fais, ils sont libres, mais après, ils ne vont pas faire copier-coller. Non, copier-coller, pardon. Ils font des analyses eux-mêmes, ils font des réflexions. Ils disent, attention, monsieur, il a dit quelque chose de sensé. Et les gens approfondissent ce que j'ai dit. Jeune Afrique aujourd'hui. Quand je vais finir ce direct-là, je vais partager, vous allez voir ce qu'ils ont dit sur Jeune Afrique. Mais moi, j'ai parlé de Jeune Afrique, j'ai déjà terminé. Est-ce que vous avez vu? Donc, je reviens sur la nomination du ministre, du Premier ministre, pardon. Assimi, là, c'est un choix stratégique. C'est un choix de responsabilité. C'est un choix, pardon, pour s'assumer. Depuis qu'il est Premier ministre, montrez-moi un seul politicien qui a levé la voix pour insulter le Premier ministre intérimaire. Mais pourtant, il parle, je ne dirais pas mal, mais il est plus direct que Choguel Maïga. Il est plus direct que Choguel Maïga. Il ne parle pas mal, hein? Il parle la vérité, mais il est plus direct dans ses propos. Mais vous avez un seul politicien qui est sorti pour parler. Vous avez un seul politicien malien. Un seul politicien malien. Vous avez vu? Donc, Assimi Goïta, maintenant, il est tranquille. Il n'est plus embêté. Il faut enlever Choguel. Il faut chasser Choguel. Choguel gain. Choguel Keta. Maintenant, là, vous entendez ça? Non. Maintenant, le Premier ministre, il travaille la tête reposée. Assimi Goïta travaille la tête reposée. Les Maliens, il y a longtemps, on n'entend plus les politiciens venir piailler, gueuler, crier. Il faut chasser Choguel. Choguel est ceci, Choguel est celui-là. Depuis, on a mis le monsieur. Vous avez vu un seul à parler? Non. Et ça, on n'avait pas vu. On a cru que Assimi veut militariser le pouvoir. C'est pas ça. Même j'ai mes jeunes frères qui sont sortis, qui ont parlé. Assimi veut militariser le pouvoir. Ils n'ont pas vu ça. Moi-même, au début, je ne l'avais pas vu. Mais je me posais la question, pourquoi il a fait? Il a une bonne raison. J'ai réfléchi. Et c'est après que j'ai eu cette révélation pour dire que voilà une des raisons. Je ne dis pas que ce que je dis est vrai. Mais quand vous réfléchissez, vous ne trouvez pas autre si ce n'est pas ce que j'ai dit. La preuve est là. Depuis que le monsieur a été Premier ministre intérimaire, montrez une seule personne qui l'a insulté. Montrez une seule personne qui a dit qu'il a mal parlé. Alors qu'il est plus direct dans ses propos que Choguel Maïga. Il est respecté et craint. C'est de ça qu'on a besoin pour terminer la transition. Donc aujourd'hui, le Premier ministre intérimaire, M. Maïga, voilà mon message depuis Bamako pour vous, juste là où vous vous trouvez à New York. La France fera tout pour ne pas que le Mali présente quoi que ce soit comme preuve. Vous voyez, je ne vous demande pas de partager aujourd'hui, hein, parce que c'est comme ça. Aujourd'hui, là, c'est un peu technique. De temps en temps, on va faire des vidéos comme ça. Hein? Maintenant, les gens vont trouver eux-mêmes, ils vont partager entre eux, c'est pas grave. Je ne vous dirai pas de partager, mais le soir, oui, il n'y a pas de problème. Ce soir à 21h30, soyez prêts. On va allumer encore. Alors donc, mon message au Premier ministre Maïga, depuis New York. Le monde entier sera suspendu à vos lèvres. Le monde entier vous attend. Il n'y a pas de problème, ma chérie. Toi, tu as la carte d'or. Il n'y a pas de problème. Tu peux balancer ça à tout moment. Le Premier ministre malien, le monde entier est suspendu aux lèvres du Premier ministre intérimaire. Comme le jour où Choguel est parti à l'Assemblée nationale, ça fait 1 an, jour pour jour, à l'Assemblée générale des Nations Unies, autant pour moi, il a dit que le Mali a été abandonné en plein vol. Cela a créé un tollé sur la scène politique internationale. Aujourd'hui, ce n'est pas Choguel. Aujourd'hui,
c'est le Premier ministre Maïga. Pourquoi Assimi n'a pas laissé la responsabilité à Abdoulaye Diop de parler aujourd'hui? Pourquoi Assimi n'a pas laissé le choix à Abdoulaye Diop de transmettre le message du Mali? Parce qu'il y a une bombe qui va tomber aujourd'hui. Je ne sais pas quand est-ce qu'il va passer. Le Premier ministre intérimaire, M. Maïga, je ne sais pas quand il va passer. Mais le monde entier attend le Mali. Parce que si le Mali ne présente pas, ne serait-ce qu'un bout de preuve, on dira que le Mali ment pour distraire. On dira que le Mali n'a rien contre la France. On dira que le Mali fait de la diversion. Le Mali a échoué. Au lieu de reconnaître son échec, le Mali veut attaquer la France. Le Mali est incapable de contrer les terroristes, les djihadistes. Au lieu de le dire, le Mali veut s'attaquer à la France. Le ministre, c'est pourquoi, en tout cas, à mon humble avis, je peux me tromper. Je dis bien, en tant qu'être humain, œuvre de la création de Dieu, je peux me tromper. Seul mon Créateur ne se trompe pas. Mais je peux dire aussi que je suis dans la confidence de temps en temps de mon Dieu. Donc je peux dire, avec un tout petit risque de marge d'erreur, que le ministre, dans son intervention, il va revenir sur la question de l'accusation portée contre la France. Comme Thomas Sankara l'a dit une fois, Sankara dit, l'Afrique n'a pas les moyens de payer cette dette coloniale et cette dette que vous mettez sur notre tête. S'il y a un président ici qui n'est pas d'accord avec ce que je dis, qu'il sorte, qu'il prenne son avion pour aller à Washington payer toute sa dette. Thomas Sankara a dit ça, c'est quelque temps après qu'il a été liquidé. Il a eu le courage de le dire à l'Assemblée générale des Nations Unies. Ce jour-là, il était habillé dans ça. Vous voyez, hier, j'ai porté comment vous appelez ça? Faso Fani, c'est ça? Aujourd'hui, je suis dans un plus léger, en genre lin. Hier, c'était un peu lourd, mais aujourd'hui, c'est beaucoup plus léger. C'est ce que Sankara portait ce jour lorsqu'il a parlé. Aujourd'hui, je peux dire que moi, Keïta, je mets toute ma confiance à 90%, non, ça frôle, 99%, non, ça frôle. Je mets toute ma confiance à 500% sur le ministre Maïga. Il dira ce que Assimi lui a demandé de dire. Ce que Maïga va dire, M. Diop a donné une idée lors de la rencontre du groupe de suivi de la transition CEDEAO, Mali, Union européenne, Union africaine, Nations unies. Ils se sont retrouvés au Togo pour faire la première réunion, le groupe de suivi. Il a dit, personne n'aime le Mali plus que le Mali. Personne ne peut proposer des solutions aux problèmes maliens que les Maliens. Le Mali a dégagé 3 grands axes et que le Mali ne va pas négocier sur ces 3 grandes priorités. Ce sont ces priorités que le Premier ministre intérimaire va représenter aux Nations Unies. Deuxièmement, il va présenter la situation sécuritaire au Mali. Troisièmement, il va présenter l'évolution de la transition vers un gouvernement civil. Quatrièmement, il va présenter les accusations, renouveler les accusations portées contre la France tout en présentant un bout de preuve. Parce que s'il accuse sans montrer ne serait-ce qu'un bout de preuve, les gens diront, mais c'est la même rhétorique, c'est la même chose, il n'y a rien, vous accusez la France tous les jours, vous n'avez rien contre la France. Donc, monsieur le ministre, vous avez intérêt à montrer, je dis bien vous avez intérêt, ce n'est pas une menace, vous avez intérêt et le Mali a intérêt, c'est le mot juste. Monsieur le Premier ministre, le Mali a intérêt à présenter un bout de preuve. Le Mali a intérêt à lever ne serait-ce qu'un bout de voile. Le Mali a intérêt à se faire respecter. Le Mali a intérêt à se faire écouter.
Le Mali a intérêt devant le monde entier à montrer, même si c'est 1000 preuves que vous avez, montrer une seule preuve, irréfutable. Alors, on saura que le Mali est debout définitivement. On saura que c'est fini pour la France. Quand Thomas Sankara devait faire son discours, il a été dissuadé par un certain nombre de chefs d'État, dont notre doyen. Il n'a pas écouté, il a fait son discours. Parce qu'il croyait ce en quoi il parlait. Il avait foi et une croyance en ce qu'il disait. C'est la même chose pour le Mali. Et nous demandons au Mali de présenter une petite partie de cette preuve. Maintenant, la question des 46 soldats sera posée. Les gens peuvent évoluer ici. Maintenant, il a parti, j'allais oublier. 5e élément qui va évoquer après l'accusation portée, le cas des 46 soldats. C'est là qu'il va enfoncer le clou. C'est là qu'il va enfoncer Alassane Ouattara. C'est là qu'il va humilier Antonio Guterres. Alors moi, je conseille à notre ministre Maïga, comme il est déjà là-bas, il n'a qu'à demander, il ne faut pas manger la nourriture de l'hôtel. Parce que frappé, il entre à l'hôtel, bas ou là, 5 étoiles, ou à dominer l'angolo, ne mangez pas la nourriture. Moi, qui j'ai dit pour moi, à quand il a fait. Malé Mounoube a donné Mounouna. Aya fouille au kakatoubli kakata dans ma hôtel. Ne mangez pas à l'hôtel. Peut-être qu'Assimi a oublié de vous dire ça. Ou bien peut-être qu'on vous a dit. Je ne sais pas. Mais parce que le discours que vous allez tenir, je vous jure qu'après ce discours, les gens vont chercher à vous empoisonner. Donc ne mangez pas. Ce discours-là, si vous voulez, monsieur le ministre, prenez une chambre à l'hôtel, mais ne dormez même pas à l'hôtel. Qu'on ne sache même pas où vous dormez. Le jour où vous rentrez, même nourriture d'avion, ne mangez pas. Vous avez l'habitude de faire carême, donc faites carême d'avion jusqu'à Bamako. Parce que ce que vous allez dire, je suis sûr que c'est comme une bombe que vous allez lâcher, une bombe diplomatique. Et cette bombe diplomatique risque de faire partie Macron. Cette bombe diplomatique va discréditer non seulement le Conseil de sécurité des Nations Unies, mais l'organisation elle-même. Mais les gens vont se... Il y aura des représailles. Ça, on ne peut pas se blaguer. Ils ont un ordre établi. Nous, on vient perturber. Et vous croyez qu'ils vont s'asseoir, dormir, nous regarder? Ils vont essayer de riposter. Donc, monsieur le Premier ministre, mais Foka Gelia, je répète en français une dernière fois et en bambara. Le message que vous allez livrer, c'est comme si mon esprit est entré dans votre discours. Et ça, là, je peux le ressentir en ce moment. Alors, je ne demande à personne de me croire. Mais je vous invite tout simplement à écouter le ministre et à rendre compte. Je ne dis pas que je connais le contenu de son discours, non. Quand vous rentrez dans l'esprit de quelque chose, cela ne veut pas dire que vous allez dire les phrases exactement tellement... Non, ce sont les idées principales. Ce sont les 5 grandes idées de son discours que j'ai présentées. Et non pas comment son discours sera rédigé. Ce n'est pas la même chose. Non, ne venez pas dire qu'il a dit ça, il a dit ça. Ce n'est pas ce que je dis. Je dis, je suis entré, mon esprit est entré dans les grandes lignes du discours du Premier ministre. Et les grands points qu'il va développer, c'est ce que je vous ai donné. Maintenant, je ne me rappelle même plus. Parce que quand c'est comme ça vient, je ne me rappelle même plus. C'est quand tu as chiffonné quelque chose, tu te rappelles, tu prends, tu lis. Vous me demandez, je ne me rappelle même plus. Au moment où je parle, je reçois pas Banata là. Je ne me rappelle plus. Donc, ne me posez pas la question. Si vous voulez, après révisionner ma vidéo, vous allez écouter. Maintenant, le Premier ministre va parler à la main. Je sais que c'est 5 points que j'ai dit. Et prêtez les oreilles sur les 5 points que j'ai évoqués. Comment il va le dire, ça c'est son droit. Mais les 5 grandes idées que j'ai dit, les 5 grands points, vous allez les retrouver dans son discours. Ça c'est un. Deuxièmement, il finit là. Il n'a qu'à faire beaucoup attention. Et les Maliens veulent te recevoir par-ci, les Maliens veulent te voir là-bas. C'est une obligation d'aller, mais faites beaucoup attention. Parce que ce que vous allez lâcher, monsieur le Premier ministre, ce sera une bombe. Parce que si vous ne le faites pas, l'Afrique va dire, mais finalement, que veut le Mali? Le Mali est incapable d'apporter la moindre petite preuve. Le Mali, oui, la preuve, on peut l'apporter en donnant des dates. Le Premier ministre peut dire, ok, tel jour,
telle date, voilà l'avion qui a violé notre espace aérien, le type d'avion qui a volé, le numéro matricule, le numéro du transpondeur. C'est les choses qu'on peut donner. Maintenant, les images drones qui ont été prises, qui voient les Français et comment les Français récoltaient nos informations, on dit voilà comment ça se passe. On donne une idée, mais on ne développe pas tout. Ce que je viens de dire, l'armée française sait, si le ministre dit ça, l'armée française sait qu'elle a cet avion-là. On dit, ah, mais tout le monde, attention, nous ne sommes pas dans le secret des bois parce qu'ils ont toujours refusé que nous, on ait accès à leurs armements. Donc, on ne sait pas. Mais si on le dévoile, on dit à telle heure et à telle heure. On dit maintenant, tous ceux qui ont les satellites, vous pouvez vérifier à telle heure ou à telle heure si c'est vrai ou faux. Effectivement, si pendant le balayage de votre satellite, vous pouvez retrouver l'image facilement, n'importe quel pays au monde, si son satellite passait par là, facilement il va capter ce que le balai a dit. Donne-moi une seconde là. Oh merde. Voilà. Alors donc c'est un peu ça. Donc nous demandons au Premier ministre d'être beaucoup, comme on appelle, sur ses gardes, de faire très très attention. Et le Mali attend de pied ferme son discours. Toute l'Afrique attend le message du Mali, les accusations portées, l'affaire des 49. Maintenant le reste, comment la transition évolue, la situation sécuritaire, tous ces autres-là, on aura, c'est pas un problème. Maintenant, Antonio Guterres dit qu'il va rencontrer le Premier ministre. Il n'y a pas de problème, monsieur le Premier ministre. Vous donnez quelques informations, pas tout, mais quelques informations à Antonio Guterres. On va voir ce qu'il va dire. On se retrouve ce soir pour le grand direct. À très bientôt. Oh oh. C'est compliqué encore. Voilà. Ça, c'est ce qu'ils font pour me faire. Bon, allez, c'est pas grave.